2 ans plus tard, j'avais 7 ans et papa était toujours parti. Mais ma mère disait qu'il allait revenir. J'ai plongé le regard dans les yeux peints de ma Barbie et j'ai pensé à ça. Mon père était parti. Il était parti parce qu'il était membre de l'African National Congress et le gouvernement avait interdit l'ANC parce qu'il luttait pour l'égalité des droits. Tout le monde devait être courageux. J'ai cherché dans les yeux bleus de ma Barbie les signes de son absence de courage. À mon plus grand soulagement, je n'en ai trouvé aucun parce que ses yeux avaient été peints sur son visage. Elle était aussi calme et jolie qu'il était possible de l'être, et je voulais lui ressembler. J'étais contente que ma poupée soit fournie avec 4 perruques et un sèche-cheveux. Barbie n'était clairement pas affectée par les choses affreuses qui se passaient dans le monde. J'aurais aimé avoir des yeux bleus peints, agrémentés de longs cils noirs. Je voulais des yeux qui ne gardent aucun secret. Mais alors, il est où ton père? Parce qu'il n'y avait aucun secret à garder. On le torture au fond d'un donjon. Barbie était en plastique, et moi aussi je voulais être en plastique. À l'école, quand j'essayais de parler, j'avais beaucoup de mal à faire sortir les mots assez forts. C'était comme si on avait baissé le volume de ma voix, et que je ne savais pas comment le remonter. Toute la journée, on me demandait de répéter, et j'essayais. Mais répéter les choses ne les rendait pas plus audibles. « T'es muette ?» Je disais aux autres enfants que mon père était en voyage en Angleterre. Où ça? En Ingerland. Je ne savais pas trop où se trouvait l'Angleterre ni où se trouvait mon père exactement, mais ma professeure d'Afrikaans me dévisageait comme si elle était au courant de tout. Je pensais à l'expression « tomber du ciel ». C'était tellement excitant de penser au nombre incroyable de choses qui pouvaient venir du ciel. Et ce ciel qui était bleu, vaste et mystérieux, c'était comme une brume ou du gaz, comme une planète, mais aussi comme une tête humaine qui a la forme d'une planète. Ma professeure m'a posé une question comme tombée du ciel. Elle a voulu que j'épelle mon nom. L, E, V, Y. Il me paraissait évident qu'elle savait que mon père était un prisonnier politique, mais dans la foulée, elle s'est exclamée « Ya, tu es juive !» À croire qu'elle venait de découvrir quelque chose d'incroyable, telle une pièce de monnaie romaine coincée dans la patte d'un chaton ou une libellule cachée dans une miche de pain. Et puis elle a battu de ses cils, couleur de foie, et a dit « J'en ai assez de tes bêtises ». Cette remarque n'était pas tombée du ciel. Pas du tout. J'en voulais pour preuve les commentaires énervés qu'elle laissait dans mon cahier d'exercice depuis des semaines. Toujours écrire à partir de la ligne du haut. Commencez ici. Je n'avais pas prêté attention à sa correction au stylo rouge parce que écrire sur la première ligne était impossible. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais toujours commencé à la 3e ligne pour qu'il y ait un espace entre le haut de la page et ma première phrase. Elle disait que je gâchais du papier et avait rempli le vide laissé sur chaque page de ses propres mots. « Commencez ici, commencez ici. » Commencez ici. Quand elle a remué le doigt sous mon nez, il s'est directement engouffré dans mon œil, pareil à un fantôme traversant un mur de briques. « Tu vas me lire à haute voix ce que j'ai écrit dans ton cahier. »« Commencez ici. »« Je ne t'entends pas. Commencez ici. » Oui, pourquoi est-ce que tu es la seule de ma classe à penser qu'on peut commencer n'importe où on en a envie? Prends ton cahier et va dans le bureau du directeur. Il t'attend. La nouvelle tombée du ciel. Je ne voulais vraiment pas que M. Sinclair m'attende. Merci beaucoup, Sarah Chiche, pour la lecture de cet extrait tiré de « Ce que je ne veux pas savoir » de Déborah Lévy. Déborah Lévy, bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis votre appartement en Grande-Bretagne, puisque malheureusement, vous ne pouvez pas être avec nous sur ce plateau aujourd'hui, mais c'est tout comme. Donc, nous vous en remercions. Ce que je ne veux pas savoir est le premier livre de ce qui est voué à devenir un triptyque. Vous avez publié en France en 2020 « Ce que je ne veux pas savoir » et « Le coût de la vie ». Qui est d'une certaine façon la suite, même si on le verra tout à l'heure, la chronologie est plus complexe qu'il n'y paraît. Déborah Lévy, je vous présente quand même en quelques mots. Vous êtes
romancière, poétesse, dramaturge. Vous êtes née en Afrique du Sud, même si vous avez emménagé à Londres, on en parlera tout à l'heure, assez jeune. Vous vivez en Angleterre depuis. Vous avez publié ces 2 livres en Angleterre en 2014 puis en 2018. En 2020, ils vous ont valu le prestigieux prix Féminin étranger. Et c'est bien que vous ayez déjà eu un roman traduit en France, ce qui vous a fait connaître du grand public pour notre plus grand bonheur. Ces 2 livres sont très particuliers. Il semblerait qu'ils soient très différents de ce que vous avez fait jusqu'à présent, puisque ce sont les premiers que vous écrivez, je crois, à la première personne, et que vous aimez dire qu'il s'agit d'une autobiographie en mouvement, je traduirais en français, living autobiographie, je crois. Donc peut-être que la traduction, Marguerite Capelle, ici présente, qui traduira vos propos, me corrigera si je dis une bêtise, mais voilà. Ou la traductrice de Déborah qui est dans la salle, Céline, qui et doit Céline peut-être savoir. Leroy, bien évidemment, qui a traduit ces 2 livres. Merci de me le rappeler, Marguerite Capelle, Céline Leroy qui a traduit ces 2 livres. Donc Déborah Lévy, peut-être une première question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un écrivain qui a déjà un travail et une écriture aussi dense, aussi riche dans différents genres, décide d'écrire à la première personne? Et est-ce que vous l'avez décidé? So this was a general introduction to you, your different books, and how we got introduced to you, to your work here in France with those 2 books that are a different genre from what you've been writing before. It was the first time, we believe, that you've been writing in the first person. What made you move into that new way of writing? Okay. First of all, can I just say thank you very much to Sarah Schies for the reading, because I was so moved, because we see the transmission of language, the mutations of language coming from this girl in my book, who is myself. She's age 6, she's in Johannesburg, and then it mutates, and she is in the mouth of a distinguished writer in Paris, and I'm hearing this in French. It's incredibly moving to me. Shall I stop, Marguerite? Or shall I answer the question? It had to be in the first person, because I wanted a very intimate voice with readers, but also a formal voice. So it's intimate and it's formal. So it's not, it's close, but it's not too close. So so the first person was the way to do this. And then the challenge was to bring in as many other subjectivities as possible in the first person. Je voudrais commencer par remercier Sarah Chiche pour la lecture, parce que c'est très émouvant d'entendre la langue de cette manière-là et qui se transmet, et toutes les mutations aussi de cette langue en traduction. Cette voix de cette petite fille qui avait 6 ans à Johannesburg et qui est moi, en fait, qu'on entend dans le livre et qui se trouve aujourd'hui en écho avec cette autrice reconnue ici au mois de mars qui s'exprime devant vous à Paris, en France. Pour revenir à la question, pour répondre à la question, le choix de la première personne s'est imposé à moi parce que j'avais besoin à la fois d'une voix qui crée une intimité avec le lecteur, mais d'une voix qui soit aussi relativement formelle. Il fallait être proche du lecteur, mais pas trop en même temps. Et la première personne était la manière de relever ce défi. Le défi aussi était d'apporter autant de subjectivité en fait dans une narration à la première personne que dans un autre type de narration. Alors, dans l'extrait que nous avons entendu de Ce que je ne veux pas savoir, il est question effectivement de vous, petite fille. Le livre commence un peu différemment. Tout commence sur un escalator. Cet escalier magique, comme vous l'appelez dans le livre, cet escalier qui fait couler des larmes et qui va chercher à l'intérieur de la femme, peut-être que vous êtes avant même d'être écrivain, quelque chose qui vous paraît à ce moment-là
incompréhensible. Pourquoi ces escaliers sont en quelque sorte magiques et qu'est-ce qu'ils symbolisent? Parce qu'on verra que tout au long de ces livres, la symbolique, me semble-t-il, est importante. So in what we just heard, that's the little girl you, but the book starts in a different way with what you call the magical stairs, the escalators, drawing tears and reaching in somewhere deep inside you, bringing out something that is difficult to understand. Why are they magical, those stairs, and what are they a symbol for? Maybe there's a lot of symbols in your books. Well, you know, I'm not sure there are a lot of symbols in my books because they are all they're all there to do something. This is a escalator, and the book starts with the narrator. She's in her 40s, and she is on an escalator at a train station, and she finds herself crying. She has tears in her eyes, but she doesn't know why. And so the whole book is really a kind of chase to find out why. Why is she? What is this mystery? This enigma? And this mystery is many things, but one of the things it is history. It's that little girl that you read out at the beginning, being told by the teacher to spell her name, to start here. So I didn't want to write chronologically. I wanted to really look at history and the past in the present tense always. And so the question, the magic staircase, is that yes, by the end of the book, we know that the engineers who invented the escalators in America, in Massachusetts, called them endless conveyors, a magic moving stairway, which it was in a way for her because it was conveying something to the narrator, this upward movement. En fait, je ne suis pas certaine qu'il y ait tant de symboles que ça dans le livre, parce que tout ce que on pourrait qualifier de symbole a une fonction. Ici, l'escalator en a une. Le livre s'ouvre donc effectivement sur la narratrice qui a maintenant la quarantaine, qui se trouve sur un escalator dans une gare et qui a les larmes qui lui montent aux yeux sans trop savoir pourquoi. Et en quelque sorte, tout le livre est une sorte de quête pour essayer de comprendre pourquoi les larmes lui montent aux yeux, justement essayer de percer ce mystère, cette énigme qui se compose de toutes sortes de choses, mais en particulier de l'histoire et du passé de cette petite fille justement qu'on entendait dans la lecture, à qui on demandait d'épeler son nom ou de commencer ici. Mais je n'avais pas envie de raconter cette histoire de façon chronologique. Je voulais toujours considérer cette histoire se passer au présent. Et à la fin du livre, c'est vrai qu'on découvre d'ailleurs que les ingénieurs qui ont inventé ces escalators aux États-Unis, dans le Massachusetts, les avaient qualifiés au départ de transporteurs infinis, de mouvements en fait, de mouvements magiques. Ils avaient parlé de mouvements magiques pour qualifier leur machine. Et effectivement, il y a quelque chose dans ces escalators qui effectivement va transporter ici la narratrice en arrière, dans le passé, lui ramener aussi des choses et la faire repenser en fait à tout ça. Alors, cette petite fille va être privée de son papa qui combat l'apartheid et qui va se retrouver en prison en début du livre. Dans l'extrait que nous avons entendu tout à l'heure, elle est à l'école et donc elle est confrontée à ces ordres qui lui sont donnés de se situer sur une page là où tout le monde doit se situer. C'est-à-dire qu'on lui dit où est sa place. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que tout au long de ces deux ouvrages, aussi bien dans Ce que je ne veux pas savoir que Le coût de la vie, il est toujours question d'une forme de géographie à la fois intérieure et extérieure, d'une petite fille qui va devenir une jeune fille, puis une femme, et qui va en permanence devoir trouver où est
sa place, que ce soit géographiquement, par des déménagements, par des pays, une langue, mais aussi de façon intérieure, c'est-à-dire savoir où se situe, comment dirais-je, la limite de ses droits d'expression, à quel moment elle peut devenir écrivain, à quel moment elle est une femme, comme si tout cela lui était en permanence dicté par l'extérieur et qu'elle se débattait pour essayer justement d'imposer sa propre géographie et pas celle qu'on lui impose. So in the text, the reading that we heard, this little girl at school is told to stand on the page at the same place as everybody else. She's told where she's supposed to stand. And in both books, there's always something about the inner and outer geography of this little girl becoming a woman. She always has to choose where she stands, whether it's a question of country, of language, or how she's going to become a woman or become a writer. And she's always, it's always dictated from the outside to her, where she should stand. And she has to impose her own geography. Does that make sense? That makes sense. Yeah, kind of. We're going to have to make life easier for you, Marguerite, and just have yes and no answers, right? I think, so she's asked to start always on the top line of the school exercise book. When I look back on that now, because it was such a kind of violent day, not starting on the top line, you know, because the headmaster I actually hit my legs for not starting in the right place. But what I really think now, looking back, is that sometimes your problems are the things that are going to be the best things for you in life. I needed a little space at the top of the page. It was a kind of formal thing. Maybe it was the beginning of a kind of writer in me. How do you arrange words on a page? And I made the decision about where I was going to arrange these words. So it was my first revolution. En fait, il y avait quelque chose de très violent ce jour-là, quand mon institutrice m'a demandé d'écrire à partir de la première ligne. En réalité, c'était un jour terrible, puisque le directeur ensuite m'a frappé pour ça. Il m'a frappé aux jambes. Et avec le recul, parfois, je me dis que ce que vous pouvez connaître de pire devient finalement aussi ce qu'il peut y avoir de meilleur dans votre vie, de plus profitable. Parce que finalement, cette histoire d'espace que je laissais en haut de la page, il a sans doute une fonction aussi de forme. Finalement, peut-être que la question qui se posait, c'était comment est-ce qu'on arrange les mots sur la page. C'était peut-être le début de ma vie d'écrivaine, et quelque part c'est moi qui ai pris cette décision, et donc en quelque sorte c'était ma toute première révolution. Vous dites à un moment donné, alors j'avoue que j'ai un doute sur lequel des deux livres contient ce passage. Vous parlez du chaos et vous dites à quel point le chaos, on veut tous le fuir naturellement. Je vous paraphrase évidemment, pardonnez-moi par avance. On cherche tous à fuir naturellement le chaos, mais peut-être que parfois le chaos a du bon en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est là l'écrivain qui parle ou est-ce que c'est juste la personne, Deborah Levy, qui pense que le chaos est quelque chose duquel peut découler quelque chose de bon finalement? There's a part in one of the two books, we can't remember exactly which, where you talk about chaos and how we all naturally try to escape chaos, but sometimes good things can come out of chaos. Do you write this as a writer or simply as Deborah Levy, as the person? Well, nobody really wants chaos. And those who live, you know, in the world with terrible chaos, that's no way to live. But in terms of writing, you know, all intellectual thought or all thought has to be a bit chaotic to, you have to, if you just thought clearly all the time, you wouldn't really get very far as a writer.
So books are really made from chaos, and all interesting thought, I think, is made from, if not chaos, something a bit like it. Personne, évidemment, n'a envie de vivre dans le chaos. Et tous ceux qui, dans le monde, vivent dans des situations extrêmement chaotiques savent que ce n'est pas une façon de vivre. Mais en matière d'écriture, par contre, toute forme de pensée, toute forme intellectuelle doit avoir une dimension un peu chaotique. Si on pense tout le temps de façon extrêmement claire et limpide, on ne va pas très loin, en fait. En matière d'écriture, on n'écrit pas grand-chose. Les livres se nourrissent du chaos, naissent du chaos. Toute pensée, en fait, intéressante est faite de quelque chose qui se rapproche du chaos. Vous avez, vous avez déménagé à un moment donné, quand le papa sort de prison, vous partez en Angleterre, vous installez, vous êtes encore très jeune, c'est la découverte d'un nouveau territoire à conquérir, et puis évidemment à un âge où on s'éveille au monde. Est-ce que le besoin de devenir écrivain naît à travers justement cette confrontation au changement? On parlait de chaos à l'instant. Est-ce que va naître en vous l'envie d'écrire à travers ces changements très fondamentaux, la rupture avec le père qui part en prison, le départ en Angleterre? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous devenez écrivain? You moved to England after your dad came out of jail at a very young age, so you had a full new territory to discover when you were coming of age. Does the need to become a writer comes from that, from being confronted to such big changes, your dad in jail and then moving to England? I sometimes ask myself that, and I don't know the answer. I really don't know. I mean, I am part of a tradition of writers who have made the long journey from somewhere else. That's for sure. And I suppose then I was thinking when I was reading Annie Ernaux's a wonderful book, The Years, where she has a collective autobiography of France, and she uses the we. I'm not sure that I could comfortably use the we to tell a collective history, because I'm a bit from here and a bit from there, so I'm more dislocated, and maybe that sense of dislocation means that you have to put something together on the page, but really it's the pleasure of language, which is like a building site. You have to, you have to take, I think it was the pleasure of taking language apart and putting it together again, or taking identities apart and putting them, finding a shape for them. I write in here. To become a writer, I had to learn to interrupt, to speak up, to speak a little louder, and then louder, and then just to speak in my own voice, which is not loud at all. And so I think the journey of a writer then is to find the voice that can speak powerfully for you. Softly and loudly, whatever. C'est une question que je me pose parfois, si c'est ça qui m'a fait devenir écrivain ou écrivaine, à laquelle je ne sais pas forcément répondre. En fait, je fais partie effectivement d'une tradition d'auteurs qui sont venus d'ailleurs, ça c'est une certitude. Quand j'ai lu Annie Ernaux, qui compose une autobiographie collective de la France en utilisant le nous, je me suis dit que moi je ne serais peut-être pas forcément très à l'aise avec le nous, parce que justement je venais un peu d'ici, un peu de là-bas, et que ce moi, ce nous était peut-être plus disloqué. Et c'est peut-être
peut-être effectivement aussi pour ça que j'ai besoin quelque part de le rassembler sur une page. Mais je crois que c'est surtout le plaisir de la langue que je vois comme une sorte de chantier où on déconstruit en permanence la langue pour mieux la reconstruire, où on désassemble les identités pour mieux les réassembler et leur donner de nouvelles formes. J'écris dans Ce que je ne veux pas savoir sur justement cette voix que je trouve, ce besoin de m'interrompre et la nécessité de parler haut. Je paraphrase, je ne vais pas reprendre la traduction parce qu'on n'a pas la page exacte, mais il est question dans cet extrait de parler haut plutôt que de parler fort. Et je pense que c'est ça le parcours en fait que doit faire un écrivain. C'est celui qui amène à trouver sa voix, celle qui peut parler pour vous, celle qui peut dire les choses, et c'est pas nécessairement en parlant fort. Just because I'm sorry to interrupt. You see, I had to learn to interrupt. Pardon. And just one other thing, most important, is that writing, important to me, is that writing has to create desire. It has to, in the reader, it has to, and in the writer. So, so there's a lot of eros in writing, you know, a lot of libido in writing. A lot of, you know, a lot of finding strategies to create desire for the reader to be curious enough to turn to the next page. Because a book without desire is a sort of depressed book. J'apprends aussi donc à interrompre, donc je m'excuse d'interrompre, mais une autre chose importante que j'ai envie d'ajouter sur l'écriture, c'est que pour moi l'écriture doit créer le désir. Elle doit créer le désir chez le lecteur aussi bien que chez l'auteur d'ailleurs. Donc il y a énormément d'éros et de libido impliqués dans l'écriture. Il s'agit de trouver des stratégies pour susciter le désir du lecteur, pour susciter la curiosité qui va le pousser à tourner la page. Et je pense qu'un livre sans désir, c'est quelque chose de profondément dépressif. Je vous propose d'écouter un autre extrait que va nous lire Sarah Chiche, cette fois tiré de Le coup de la vie, également traduit par Céline Leroy. Sarah. Quand l'amour commence à se fissurer, la nuit tombe. Elle est interminable, elle déborde de mauvaises pensées et d'accusations. Ses monologues intérieurs et leurs tourments ne s'arrêtent pas au lever du jour. C'est ce qui me contrariait le plus, de voir qu'il avait kidnappé mon esprit et l'occupait entièrement. Ça n'était rien de moins qu'une occupation. Mon chagrin était en train de devenir une habitude qui rappelait la tristesse décrite par Beckett, à laquelle on ne peut toujours ajouter, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme à une collection de timbres-poste ou d'œufs d'oiseaux. À mon retour à Londres, le marchand de journaux turcs de mon quartier m'a offert un porte-clés. Avec un pompon en fourrure, ne sachant pas trop quoi en faire, je l'ai attaché à mon sac à main. Un pompon réchauffe le cœur. Je me suis promenée dans Hyde Park avec un collègue et le pompon rebondissait joyeusement tandis que nos pas soulevaient les feuilles mortes. C'était un esprit libre, follement gai, mi-animal, mi-autre chose. Il était beaucoup plus heureux que moi. Mon compagnon arborait une bague en or délicat et filigrané sertie d'un minuscule diamant nuageux. « Mon épouse a choisi cette alliance, m'a-t-il dit. C'est victorien, pas vraiment mon style, mais elle me fait penser à elle. » Et puis il a ajouté « Mon épouse a encore eu un accident de voiture. » Tiens, ai-je pensé alors que nous suivions la rangée d'arbres dorés. Elle n'a pas de nom. Elle est une épouse. Je me suis demandé pourquoi mon collègue oubliait le nom de la plupart des femmes qu'il rencontrait lors d'événements divers et variés. Il en parlait toujours comme de la femme ou de la petite amie de quelqu'un, comme si c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Si nous n'avons pas de nom, qui sommes-nous ? J'ai pleuré comme une femme quand j'ai su que mon mariage était terminé. J'ai vu un homme pleurer comme une femme, mais je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu une femme pleurer comme un homme. L'homme qui pleurait comme une femme était à un enterrement, et il pleurait moins qu'il ne braillait, sanglotait et pleurnichait. Ses larmes étaient abondantes, ses épaules tremblaient, les traits de son visage étaient brouillés. Il sortait de sa poche de veste des mouchoirs qu'il pressait contre ses yeux. Les mouchoirs se sont désagrégés les uns après les autres, des bruits et des mots étranges s'élevaient de son diaphragme. C'était un chagrin exprimé très clairement.
Je me suis dit qu'à cet instant, il pleurait pour nous tous. Les autres pleuraient avec une plus grande conscience de leur environnement. Quand je lui ai parlé durant la collation qui a suivi la cérémonie, il m'a expliqué qu'avec cette disparition, il s'était aperçu que dans sa vie, l'amour lui avait rendu visite et avait signé le livre d'or, mais n'avait jamais emménagé. Il se demandait ce qui l'avait retenu d'être plus audacieux. Nous sirotions un excellent whisky irlandais, une marque qu'appréciait tout particulièrement l'homme exceptionnel qui venait de mourir. J'ai demandé à mon interlocuteur si cet homme et lui avaient été amants. Il m'a dit que oui, par intermittence, pendant de nombreuses années, mais qu'il n'avait jamais pris le risque de se rendre vulnérables l'un pour l'autre. Ils ne s'étaient jamais avoué leur amour. Quand il m'a demandé pourquoi mon mariage était un naufrage, sa propre sincérité m'a autorisée à m'exprimer plus librement. J'ai parlé un temps, puis il a dit « J'ai l'impression que vous seriez plus heureuse si vous trouviez une autre façon de vivre. » La conversation que je n'ai jamais eue avec le père de mes enfants, je l'ai imaginée, retrouvée un jour dans la boîte noire du navire qui avait sombré au fond de l'océan. Par un mardi pluvieux, dans un avenir lointain, elle serait découverte par des formes de vie artificielles qui se réuniraient pour écouter les voix puissantes et tristes d'êtres humains en souffrance. La meilleure décision de ma vie a été de ne pas regagner ce navire. Mais où aller ? Cet extrait se termine par « Où aller ?» Il est encore question de se situer quelque part, de trouver sa place. C'est une femme, cette fois de 50 ans, dont le mariage est terminé, qui déménage, qui quitte une grande maison pour un appartement plus petit. Et d'ailleurs, tout le lui rappelle, puisque les meubles ne rentrent pas dans cet appartement dans lequel elle va s'installer avec ses 2 filles. Et pourtant, il faut trouver un espace, non seulement pour vivre, mais pour écrire. Est-ce qu'on pourrait dire que ce 2e livre aborde évidemment la question de cette nouvelle vie, mais aussi en filigrane tout ce qui fait qu'une femme de 50 ans doit encore trouver sa place quelque part? In the part that we just heard from the second book, so your 50-year-old woman whose marriage has ended and who's moving out in a flat that is so small that the furnitures can't fit. So there's already this question of geography once more, of finding a space to live, to write, finding your own space and your place. Is this second book about that, about how to find a new life, but also once more about how everything is pushing a 50-year-old woman to define again her space, her place? It's about so many things. So it's about what it costs to make the family home, what it costs a woman to make the family home, something that Marguerite Duras writes about superbly. She says that she thinks the woman is sort of, if not trying to make a utopia, she's trying to kind of chase a sort of utopia in the space she makes. So I'm looking at how a woman can make a family home but have no space for herself in that home. That's one. En fait, ce livre, il parle de tellement de choses. Il parle du coût que ça peut avoir pour une femme, que ça a pour une femme de créer un foyer familial. Marguerite Duras écrit merveilleusement là-dessus, sur la manière dont une femme qui crée un foyer essaie quelque part, pas forcément de créer, mais en tout cas de poursuivre une forme d'utopie. Donc il y a cette idée de se créer cet espace pour la famille et pour elle. And 2, it's about creating a structure for another sort of home, another sort of life, an extended family of friends, a different sort of family.
La deuxième chose dont parle ce livre, c'est de la nécessité aussi de créer une structure, une architecture pour un autre type de foyer, une autre manière de vivre, une sorte de famille étendue, les amis, au-delà de la famille nucléaire. Then it's about finding a space to work, to write, to pay the bills, and how I was helped by an old woman, a friend, who gave me a shed in the garden of her house at a tough time. That was my not a room of my own, but a shed of my own. Ça parle aussi de la nécessité de se trouver un espace effectivement pour travailler, pour écrire et puis aussi de payer les factures et de l'aide que j'ai reçue de la part d'une amie, une vieille dame qui, dans un moment particulièrement difficile pour moi, m'a offert un cabanon au fond de son jardin qui est devenu une chambre à soi, ma propre chambre à moi pour écrire, ma cabane à moi. And then there are questions about love. It's good to risk love. What's the point of, as I think has just been read, what is the point of a life without love, without any sort of risk? So it explores the kind of the tragedy and the comedy of love, the adventure of things that are risked. Because without risk, nothing happens really in life. We die of safety. So I'm also looking at de Beauvoir. I'm looking at on the book, on the back of the English edition, and also the beautiful Sous-Sol edition, translated by Céline Leroy, who I owe everything to. You, Céline. Without translators, writers are nothing. Thank you for your beautiful translation. It's a hard book to translate because it is very apparently very simple prose, but it's not easy to translate because I know it's not so easy, and I can't thank you enough. So I write that I was living in the Republic of Writing and Children. I was not Simone de Beauvoir after all. No, I had got off the train at a different stop, marriage, and stepped onto a different platform, children. She was my muse, but I was certainly not hers. Yet we had bought a ticket for the same train. The destination was to head towards a freer life. That is a vague destination. No one knows what it looks like when we get there. And obviously we are traveling to that destination all our lives. Maybe we don't really want to, for a writer, I'm not talking about in life, maybe you have to always be on that train when you write to get to a destination you won't reach. En fait, c'est une question sur l'amour, sur les risques, le risque que représente le fait d'aimer et l'importance que ça a. Le passage qu'on a entendu lire tout à l'heure, il justement questionnait quel sens pouvait avoir une vie vécue sans prendre le moindre risque et sans prendre le risque en particulier de l'amour. Ce livre, il explore aussi justement cette question-là. Il explore la tragédie et la comédie de l'amour, l'aventure que ça représente de prendre ce risque sans lequel rien ne se passe jamais et on finit par mourir en toute sécurité.
J'analyse aussi dans ce livre, à un moment donné, j'ai un passage où je me compare à Beauvoir. Là, je suis en train de prendre l'édition anglaise, mais j'ai sous les yeux la magnifique édition donc, du coup, de la vie au sous-sol, traduite par Céline Leroy, à qui j'en profite pour dire que je dois absolument tout, car sans traducteur, il n'y a absolument aucun écrivain. Et je la remercie pour cette traduction qui est absolument magnifique. C'est un livre que je sais difficile à traduire. La prose a une apparente simplicité, mais je sais très bien qu'en réalité, c'est difficile à traduire. Donc, je ne la remercierai jamais assez à Céline Leroy. Dans ce passage, justement, que je viens de relire en anglais, j'évoque le fait que Simone de Beauvoir et moi appartenons toutes les deux à la République des écrivains, mais que je ne suis pas descendue au même arrêt qu'elle. Nous avons pris le même train, mais moi je suis descendue à l'arrêt du mariage, des enfants. Je ne serai jamais sa muse alors qu'elle peut être la mienne. Et je pense vraiment que quand on écrit, on doit toujours rester quelque part à bord de ce train. Il peut nous emmener dans des directions différentes, mais il est toujours en train de nous emmener quelque part. Vous avez évoqué aussi Marguerite Duras. Pour revenir sur la question du foyer, on a le sentiment, vous la prenez d'ailleurs comme exemple, vous la citez, on a le sentiment que le foyer que cette femme va créer, que les femmes créent pour y mettre le mari et les enfants dans un univers sécurisé justement, c'est d'une certaine manière le prix à payer pour une femme qui veut être écrivain et avoir aussi une famille, c'est-à-dire d'assurer ce foyer et en même temps d'aller trouver son cabanon, comme vous le trouvez vous grâce à votre ami, pour pouvoir aller au bout de ses désirs, de ses envies. Est-ce qu'il y a un prix à payer pour la femme écrivain? Getting back to Duras and what you said about building a home, creating a home when you're a woman, we feel that it's maybe the price to pay for life as a writer. When you're a woman, you have to first provide for this safe home for your husband and children, and then maybe you can find a shed where you can pursue your own desires. Is that the price to pay, the cost of being a writer? Is it this creation of a home? Well, I mean, it's not just writers who need homes. So it is all of, no, I don't think so. In terms of my book, I'm really looking at, I'm looking at questions like what is femininity? Is it, as it's explained to us by patriarchy, it seems to me to be a delusion, like a sort of hallucination, and that the world loves the delusion of what a woman is more than the woman. So then women find that they have this, they're required to sort of, doesn't matter if they're a mother, it doesn't matter if they're a wife, really, that they're required to sort of act, sort of be a very strange character in a novel. If you really think about the vintage ideas of femininity, it was endless patience, endless self-sacrifice, always maternal, but somehow always erotically available. And then you can cross over a little bit just to a sort of more recent idea that she must be fulfilled, professionally fulfilled, but sort of passive. All of this stuff, these are the questions that book looks at and says, well, it's not a great idea to have a talent for endless self-sacrifice, for always serving everyone else's needs. Why not have a look at her own desires? So it's not a moral book. I'm not really interested in morality. It's that's not what it is. It's a book of questions. Here we go. There were not that many women I knew
who wanted to put the phantom of femininity as it had been described to us together again. What is a phantom anyway? The phantom of femininity is an illusion, a delusion, a societal hallucination, because she's so imagined. So we have to imagine ourselves rather than play into this delusion. She is a very tricky character to play, and it is a role, sacrifice, endurance, cheerful suffering, that has made some women go mad. This was not the story I wanted to hear all over again. It was time to find new main characters with other talents. So I'm not really interested in the old story. My book is trying to make a new story from old problems. En fait, je pense qu'il n'y a pas que les écrivains et les écrivaines qui ont besoin de fonder un foyer, donc je ne suis pas certaine que ce soit ça la question, mais dans ce livre, je fais effectivement je questionne ce que c'est et j'analyse ce que c'est que la féminité. La féminité telle que le patriarcat nous la définit, nous l'expose, nous l'explique, me semble assez illusoire, me semble même une forme d'hallucination, et le monde semble apprécier cette illusion de ce que ce serait qu'une femme davantage que les femmes elles-mêmes. Quand on est femme, qu'on soit mère, épouse, peu importe en fait, on attend de nous qu'on se comporte comme une sorte de personnage assez étrange. Quand on revient sur le roman, les idées traditionnelles dans le roman autrefois de la féminité, on s'aperçoit que la féminité, c'est la patience éternelle, c'est le sens du sacrifice perpétuel, c'est un personnage féminin donc, qui est à la fois toujours maternel, maternant, mais en même temps toujours disponible sur le plan érotique. Et quand on regarde plus récemment, sur des formes peut-être plus modernes, c'est la femme qui doit être à la fois accomplie, épanouie professionnellement, mais quand même toujours un petit peu passive. Ce sont toutes ces questions-là que ce livre essaye d'explorer et peut-être de montrer aussi que ce n'est pas si formidable que ça comme idée, celle d'avoir un talent, un don certain pour le sacrifice, et que parfois c'est bien aussi de se tourner vers ses propres besoins, vers ses propres désirs. Ce n'est pas du tout un livre moral, parce que ça ne m'intéresse pas, c'est plutôt un livre qui est composé de questions. Et donc il y a tout un passage dans le livre, tu l'as trouvé en français ? Voilà, que je vais lire dans la traduction de Céline. Non, je ne connaissais pas tant de femmes désireuses de réveiller le fantôme de la féminité. Qu'est-ce qu'un fantôme de toute façon ? Le fantôme de la féminité est une illusion, un mirage, une hallucination collective. C'est un personnage retors à jouer et un rôle, sacrifice, endurance, souffrance joyeuse, qui a rendu certaines femmes folles. Ce n'était pas une histoire que j'avais envie d'entendre encore une fois. Il était temps de trouver de nouveaux personnages principaux possédant d'autres talents. Donc oui, c'est ce que j'explique justement dans ce livre, c'est à quel point les anciens récits ne m'intéressent pas. Ce que je veux trouver, c'est de nouveaux récits pour répondre à des problèmes anciens. Oui, pardonnez-moi. En fait, quand je parlais de la nécessité d'un foyer, bien évidemment que toutes les professions en ont besoin d'un, mais je faisais allusion au foyer dont parlait Marguerite Duras, et également comment dirais-je, à l'opportunité, on va dire, qu'a eu à un moment donné Simone de Beauvoir, et vous racontez cette histoire avec Nelson Algren, de faire le choix de ce foyer, et qu'elle a fait le choix finalement de ne pas accepter cette proposition parce que le prix à payer aurait été trop cher pour elle. C'était ça mon propos par rapport à la femme créatrice et à la femme qui fait le choix du foyer. Just to maybe elaborate on the question about home. Of course, every trade needs to build a home. I was mentioning the home as described by Marguerite Duras, and also this story that you recount in the book of Beauvoir and Nelson Algren, how she was given the choice of either taking that home or deciding not to take it. Actually, that's what she did. Was it because the cost of taking that opportunity for a home was too heavy for her as a writer, as a creator? You're talking about Beauvoir. Well, she did have she bought an apartment in the end
right? But I think I am talking about home very literally, of course, but I'm also talking about it in another way. Is how do women feel at home in the world? You know, because the world is not arranged in favor of children and women. So I'm looking at it in a bigger sense, as well as quite a literal sense. I'm looking at ways of feeling more at ease, just happier, more pleasure, more joy, more, you know. And so, in the third part of these living autobiographies, which Sue Saul will be publishing in, I think it's autumn, in August. The title of that book is Real Estate. So your questions are completely correct about home. And that's looking at it's really looking at owning the deeds. I'm not sure what that word is in French. It's a real estate term, property term, owning the deeds to your own life. How do you, who owns the deeds to the land? And because every book that we write is really building a house on the land. So I look at it in a bigger sense, and that's the answer to your question. So it goes right into the literal and right out into something more philosophical, more political, more existential, something more enigmatic. Effectivement, Beauvoir a quand même fini par avoir un foyer puisqu'elle a fini par acheter un appartement. Quand je parle d'elle dans le livre, je parle de son histoire de façon très littérale, mais aussi de façon plus vaste. Je m'en sers pour dire quelque chose d'un peu plus vaste, pour poser la question en fait de ce que ça signifie de se sentir chez soi en tant que femme dans un monde qui justement n'est pas tellement fait pour les femmes, pour les enfants, n'est pas tellement adapté. Donc il y a une question littérale, mais aussi une question beaucoup plus vaste de comment on crée ce genre de foyer et pour y trouver aussi plus de plaisir, plus de joie. Le troisième volet de cette autobiographie en mouvement qui va être publié par le Sous-sol à l'automne, je crois. En anglais, s'intitule Real Estate, donc qui a trait à l'immobilier, justement, à la propriété immobilière. La question que je veux poser, c'est qui paye les traites, finalement, de la vie et qui possède les droits sur la terre, parce que écrire un livre, c'est toujours une façon de construire une maison sur ce terrain, sur ce lopin de terre. Donc voilà, j'ai élargi votre question du foyer de façon très philosophique et très existentielle, en fait, bien au-delà du sens littéral. Vous consacrez un assez long passage à votre maman. J'imagine que là encore, il est question de manière plus vaste de la figure de la mère. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'au contraire, c'est un message très personnel ou les deux à la fois. Pourquoi, à un moment donné, dans l'évolution de ce roman, vous décidez de parler d'elle et de vous adresser aussi à elle à un moment? There's a long part of the book that is dedicated to your mother. Maybe we feel that it's both a personal story and message that you want to share, but also something that tells us something broader and bigger about maybe the motherly figure. Why did you choose in the evolution of this book at this moment to bring her up and discuss her? That's such an interesting question. Thank you for that. I was so surprised that my mother was walking into my book in the way that she did. I didn't know I had these feelings until I started to write about her death and her absence. So I think it was her absence really that made her very present to me and made more present to me the problems in her own life. So I had a very conflicted relationship with my mother, who I loved beyond measure.
And so she gave me the opportunity in this book to look at how we seem to want our mothers to, who we do our living with, they're very close to us, but we need them to be many contradictory things. You know, she mustn't suffocate us, mustn't come too close with her own anxiety. On the other hand, she mustn't go off and do her own thing in the world, because then she's kind of abandoned us. We don't want to collude with myths about her character and purpose in life, but we want her to be there for our needs. And so it was saying goodbye to my mother that really brought her very close to me. And she is in many ways, the question really that I ask, she helps me ask, is, well, you know, do we want our mothers to have dreams for herself, to have desires for herself? Or do we mock those desires? So it's very complicated, and she's there to give as much nuance. She gave me as many problems in my book as she gave me in life, and that's always good for a book. C'est une question extrêmement intéressante. J'ai été vraiment surprise de voir ma mère arriver, débarquer dans mon livre comme ça. Je ne savais pas du tout que ça allait être le cas jusqu'à ce que je commence à écrire. Je crois que sa mort, son absence l'a rendue en fait extrêmement présente à moi et a rendu aussi extrêmement présent tous les problèmes, les questions posées par sa vie. J'avais une relation très complexe avec ma mère que j'ai aimée au-delà de toute mesure. Et ça m'a donné en fait effectivement l'occasion, je crois, d'essayer de comprendre la manière dont on considère nos mères, qui sont à la fois si proches et dont on a besoin en fait qu'elles soient toutes sortes de choses à la fois. Qu'elles ne soient, alors en même temps, elles ne doivent pas être trop étouffantes, elles ne doivent pas nous étouffer avec leurs propres angoisses, elles ne peuvent pas réellement mener leur propre vie sans qu'on se sente potentiellement abandonné en même temps. Donc il y a vraiment... on n'est pas prêt en fait à entendre trop de choses à propos de leur personnalité, à propos du sens que peut prendre leur vie à leurs propres yeux. On a besoin en revanche qu'elles soient présentes pour répondre à nos besoins. Ce livre, c'était une manière de dire aussi adieu à ma mère, qui me l'a rendue beaucoup plus proche de plein de façons. Et elle m'a permis aussi, ma mère, de poser cette question, de savoir si on est prêt en fait à ce que nos mères aient leurs propres rêves, à ce que nos mères aient leurs propres désirs, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose dont on va avoir tendance à se moquer? C'est une question extrêmement complexe et ma mère m'a permis de l'aborder dans ce récit avec tout un tas de nuances. Elle m'a en fait apporté autant de problèmes dans l'écriture que dans la vie, sauf que pour un livre, c'est toujours une très bonne chose. En début de conversation, j'évoquais le fait que vous appelez ce qui sera un triptyque, donc une autobiographie, donc je dirais en mouvement. Est-ce que ce mouvement, c'est une manière de dire je raconte mon histoire telle que je la vis dans l'instant présent, mais sans nostalgie, c'est-à-dire que vous collectez des souvenirs, mais vous repoussez la nostalgie. Est-ce que c'est bien ça? We said at the start of the discussion that there will be a third book to this living autobiography, moving autobiography. Is this movement a way of telling your story in the present moment while collecting memories but rejecting nostalgia? Oui, absolument. Yes. It's there to make history alive. There's no nostalgia in my book for a life that was once lived. It is about life lived in the present tense, in the storm of life,
and in the sunshine of life, in all weathers, over 20 years. Actually, yes, it is. So here we have 40s, 50s, and real estate would be 60s. So they're all told in the present tense. This is very important to me because I see no, I want them to be alive. I want them to breathe. I want them to be intimate. I want them to be full of pleasure and desire, and most of all, I want them to explore from a female point of view, from a woman's point of view, the quest to make a life of meaning and value and purpose. Oui, donc c'est tout à fait ça. En fait, ce que je veux à travers ces livres, c'est rendre l'histoire vivante. Il n'y a absolument aucune nostalgie pour la vie d'avant dans ces livres. C'est une vie vécue, mais au présent. On est dans la tempête de la vie, on est dans le beau temps aussi, on est par tous les temps en fait, de l'existence. Et on couvre une période de 20 ans, puisque le premier livre, Ce que je ne veux pas savoir, on est dans la quarantaine, Le coup de la vie dans la cinquantaine, et le troisième volet qui paraîtra à l'automne, ce sera la soixantaine. Le tout raconté au présent. C'était important pour moi parce que je voulais justement que ces livres soient vivants, que cette histoire, elle respire, qu'elle soit à la fois intime et vivante, et puis surtout que ces livres soient pleins de plaisir, soient pleins de désir. Et avant toute chose, ce que j'essaie de faire avec ces livres, c'est d'explorer un point de vue féminin, un point de vue de femme, sur toute cette quête que ça représente, d'essayer de construire une vie qui ait du sens, une vie avec certaines valeurs. Avant de laisser la parole à la littérature pour clore cet entretien, je voudrais vous remercier, Déborah Lévy, pour cet échange autour de Le coup de la vie et Ce que je ne veux pas savoir, publié aux éditions du Sous-sol et traduit merveilleusement par Céline Leroy. Remercier Marguerite Capel pour avoir brillamment traduit vos propos, et remercier Sarah Chiche qui aura fait les lectures de cet échange, autour de cet échange. Encore merci infiniment pour votre présence, et je laisse la parole à Sarah qui va lire un extrait de Le coup de la vie. Je parle à ma mère pour la première fois depuis sa mort. Elle écoute, j'écoute, ça change. Je lui dis que j'écris un roman sur une mère et sa fille. Il y a un long silence. Comment vas-tu, maman, où que tu sois ? J'espère qu'il y a des chouettes pas loin, tu as toujours adoré les chouettes. Tu sais que quelques jours après ta mort, je regardais les articles d'un grand magasin sur Oxford Street et j'ai vu une paire de boucles d'oreilles en forme de chouette, avec des yeux en verre de couleur verte. J'ai été saisie d'une joie inexplicable. Je vais acheter ces boucles pour maman. Je me suis présentée à la caisse, mais au moment où la caissière se saisissait des boucles, je me suis souvenu que tu étais morte. Non, 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 non. J'ai prononcé ces mots à voix haute. On a dû me prendre pour une folle qui faisait une scène, une femme d'un autre siècle carrément. Je suis partie, laissant les petites boucles en forme de chouette entre ses mains. C'est à cet instant que j'ai le mieux compris la façon dont Hamlet prononçait les mots les plus tristes de Shakespeare. Je ne parle pas que des mots eux-mêmes, mais bien du ton que Hamlet pouvait avoir en les prononçant. Aucun doute, ces mots ne sonnent pas très bien. Je voulais sortir de ce magasin au plus vite. Non, 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 non. Le chagrin n'a pas de siècle. Pour la première fois, je me suis demandé comment, avec sa plume, Shakespeare avait pu faire remuer les lèvres de Hamlet pour qu'elles s'ouvrent et se ferment, et s'ouvrent à nouveau pour prononcer ces mots difficiles qui décrivent si parfaitement la façon dont mon esprit était incapable d'accepter ta mort. Et puis, j'ai lu quelque part qu'il avait rédigé Hamlet l'année où était mort son père. Pour moi, la phrase la plus importante de toute la pièce est la réponse que fait Hamlet quand on lui demande ce qu'il lit. Des mots, des mots, des mots.
Je pense qu'il essaye de dire qu'il est inconsolable, des mots qui peuvent recouvrir tout ce qui compte. Je ne vois pas de fantôme, mais j'entends que tu écoutes. La guerre est finie pour toi. Voici quelques nouvelles des vivants. Des oiseaux m'ont rendu visite toute l'année d'une façon ou d'une autre. Certains sont réels, d'autres moins. Mais tes chouettes sont vraies. J'ai arrêté de me demander pourquoi je suis obsédée par les oiseaux. Cela a peut-être un rapport avec la mort et le renouveau. L'automne venu, j'ai fait un nouveau jardin dans la salle de bain. Le grand cactus montrait des signes de fatigue depuis un bon moment, puis il s'est recroquevillé et a viré au marron. J'ai grimpé dans la baignoire et l'ai retiré de l'étagère. J'ai gardé le petit cactus argenté, mais à côté, j'ai planté du jasmin, des lys et des fougères. Sais-tu que le jasmin, comme la fleur d'oranger, a un parfum surnaturel qui, parfois, sent aussi les égouts. La fougère est suspendue au-dessus de la baignoire. Les lys s'adaptent à la lumière. Le petit cactus argenté, avec ses bras levés vers le plafond, semble prier pour réclamer la pluie. Comme moi. Chaque jour est dur et j'aime la pluie. Merci de m'avoir appris à nager et à manœuvrer un canot à la rame. Merci d'avoir tapé à la machine pour pouvoir remplir le frigo. Quant à moi, j'ai des choses à faire en ce monde et je me montre plus impitoyable que tu ne l'étais.